Ils sont là. Allô? Mesdames et messieurs, il y a eu 1000 € de dons. 1000 balles. Let's go. Let's go. Bravo à tous pour ce speedon, une orga au poil et des runners au top. C'est que du bonheur. Un grand merci à MV, à l'ensemble des personnes investies dans ce projet pour la bonne cause. Continuez à nous envoyer du rêve et à nous donner envie de donner. On n'en demande pas plus. Des bisous. Et on vous laisse, messieurs. Il y avait aussi eu 500 balles de Small Try. Il est vrai. Encore une fois, moult dons, mon cher Xavier. À vous, le cas. Et 170 000 €. Bravo à toutes et tous. On est là, Senen est avec moi en commentaire et va me PL totalement parce que ça va aller tellement vite, c'est tellement la fête. On a pris un peu de temps, un peu de retard, désolé. Il se passe des milliards de trucs en coulisses. Peut-être qu'à la fin, on aura des choses à vous expliquer au niveau du temps. Mais sinon, on est chaud, on est prêt pour cette race de True, en catégorie de True Handing. On en reparlera sur Céleste entre Groiken à droite sur votre écran, sur la caméra et en jeu également, et Millet sur la gauche. Qui donne le time? Est-ce que vous êtes prêts? On vous fait signe? Comment ça se passe? Regardez ce fier réalisateur et on va faire avec lui. 3, 2, 1, go! Et c'est parti. Mais dis-moi, Senen, qu'est-ce que c'est que le True Ending sur Céleste? Alors, le True Ending sur Céleste, ça va être une run où on va voir en gros l'ensemble de l'histoire. C'est-à-dire le jeu de base jusqu'à la fin, le niveau épilogue qui était dans le jeu de base, et Farewell, un niveau qui est sorti presque 2 ans après la sortie du jeu, qui est une espèce de, qui était un DLC gratuit pour compléter l'histoire. Qui double plus ou moins la longueur. Ouais. On va... qui fait un gros morceau de la run. Je suis pas mort. Bravo. Bien joué. Millet qui a réussi à battre le prologue. On peut applaudir, bien entendu. Merci à tous. Yes. Regardez ça, ils sont vraiment à la frame, c'est très impressionnant. Et donc Céleste, donc là on voit dès le début du premier niveau, la mécanique principale de Céleste, ça va être le dash, cette option de mouvement qui va nous permettre de faire des choses assez folles dans l'arène, qu'on va exploiter au maximum. Globalement toute la run, ça va être dasher dans tous les sens et maintenir son inertie pour aller le plus vite possible grâce au dash. Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu qui est en termes, un petit peu comme des Meat Boy et compagnie, en termes de boutons est très restreint. Mais en termes de possibilités, est assez incroyable. De toute façon, tous les développeurs du jeu, l'équipe de développement est à fond, entre guillemets, à faciliter le tout et à même embrasser, entre guillemets, la communauté speedrun pour justement rendre le jeu le plus jouissif en termes de possibilités d'accélération, de verticalité. Tout est fou en termes de déplacement. Et là, il se passe tellement de choses déjà. On va revenir un peu sur toutes les techniques qui sont enchaînées. Il y a énormément de vocabulaire technique dans le jeu. Après, l'idée de base, le truc qu'on va le plus faire, ça se résume assez simplement en fait que quand on dash et qu'on saute qu'on saute du sol ou du mur sur lequel on est, on va garder un peu la vitesse que procure le dash plus longtemps et on va essayer comme ça de passer le plus de temps possible en l'air, de tout le temps sauter et juste dasher, sauter et maintenir comme ça le plus de vitesse possible à travers tous les niveaux. Juste petite précision, donc il y a un joueur qui joue clavier, un autre manette, c'est ça? Tout à fait, mais Millet est au clavier, Groiken à la manette, donc c'est cool, on voit les deux styles différents. On a déjà explosé le premier stage, où vous avez sûrement aperçu des choses rigolotes telles que des sauts qui avaient l'air de se passer près des pics, on va en reparler, les spike jumps, et ils étaient plus ou moins à la frame, sauf que Groiken a validé le niveau trop tôt et donc c'est petit suicidé, donc c'est pour ça qu'il est un peu derrière. On peut voir un peu de menuing dans la run, à chaque fois que vous les voyez faire pause, c'est pour skipper, c'est général, enfin quasiment tout le temps ça va être pour skipper des cinématiques ou éventuellement des fois pour faire un retry et exploiter certaines mécaniques liées au retry, on en reparlera plus tard. Tout à fait, là on voit les Dream Blocks, donc ça c'est la grosse mécanique. À chaque niveau introduit plus ou moins une mécanique à chaque fois, donc l'idée ici c'est que voilà, on dash dans ces blocs et on parcourt l'intégralité de ces blocs. Si on rencontre un mur à notre sortie, c'est la mort. Sinon voilà, ça permet de voyager très rapidement. Il y a une mécanique qui est très plaisante à jouer et au fur et à mesure du jeu, à mesure qu'on progresse dans la difficulté du jeu, le jeu va introduire de nouvelles mécaniques liées à ça. C'est-à-dire que de base c'est vraiment juste on dash à travers et tout va bien. Et à la fin on découvre qu'on peut s'accrocher au bloc, qu'on peut sauter depuis le bloc et qu'on peut même dasher depuis le bloc. Là on va parler de manière plus générale vu que pour l'instant c'est très close, donc c'est difficile de se concentrer sur un écran, on va dire. On a vu quelques raccourcis et on va le voir surtout à la fin de ce niveau justement, les capacités d'accélération et de vitesse monstrueuse en cumulant justement les hyper dash, les wave jumps et compagnie.
Ouais, la fin de ce niveau en général, alors en tasse notamment, ça permet de gagner de vitesse assez hallucinante. Et ça exploite aussi beaucoup quelque chose qui s'appelle le corner boost. Ça pour le coup, c'est quand on est très proche d'un coin de mur sur le dessus du mur. Si on maintient le bouton pour s'accrocher et qu'on saute juste au bon moment, quoi, on va gagner un petit peu de vitesse en fait. C'est comme si on s'appuyait sur le mur pour propulser un peu en avant. Et ça peut s'accumuler. Et du coup, il y a ce genre de trucs, ça permet des fois dans la run de gagner une vitesse assez extrême. Hein. C'est bien énervé. En parlant d'énervé, ouais, ici, c'est on va dire en casu là où le jeu devient assez dur pour beaucoup de gens. Avec notamment voilà, des patterns en cycle avec ces boutons de poussière là. Ouais, le niveau 3 c'est le niveau des cycles vraiment. Un petit peu pénible, voilà, on le voit ici, hein, c'est très très visuel pour le coup, on commence déjà à avoir des dingueries. Il y en a partout, hein, on en a vu pas mal. Ouais, le fait qu'elle soit très basée sur les cycles, ça a aussi un impact en speedrun, dans le sens où on va voir qu'à chaque fois, quand on finit une salle, on essaye de dasher dans la salle d'après. Ce qui fait qu'on commence toujours les salles avec de la vitesse. Si jamais on prend une mort, il faut connaître une strat alternative où on commence la salle sans vitesse. Ouais, voire même ressortir et rentrer, mais oui, évidemment, chaque mort équivaut à une backup strat à improviser, ou à connaître surtout. Petite mécanique avec les plateformes qui descendent, surtout ici, hein, bien entendu, c'est petite saloperie, on peut le dire, en gros. Toutes les plateformes où il y a un peu de cette mousse, quand vous passez et quand vous la quittez, ça génère une mousse qui vous tue à l'impact. Et ma foi, tout se passe bien, on va arriver bientôt à l'endroit intéressant. On peut voir là dans l'écran dans lequel Goriken est, la mécanique des pics dans ce jeu qui est assez particulière. Oui. On peut les traverser. En fait, si on arrive par la base et pas par le côté pointu, on peut complètement les traverser. Ça ne nous tue pas et ça va nous permettre à certains endroits du jeu et plus tard dans ce niveau justement de sauter un peu à travers les pics parce qu'on arrive du bon côté d'eux. Alors que par contre, si on arrive de l'autre côté, si on se déplace vers les pics, ça va nous tuer instantanément, quoi. Ouais, ce gros lobby, ouais, ça fait partie de la grosse énigme du niveau, assez rigolo. Où on a plusieurs sas par lesquels passer. En gros, à chaque fois, le but c'est de valider ces pans de niveau et ça enlève une des parties qui parasitent chaque design des niveaux, que ce soit les bouquins, les caisses, etc. C'est ça, il y en a 3, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et normalement, on est censé repasser par le menu principal, par le hub principal et aller parler avec Oshiro entre chaque étape. Là, on va faire un truc un petit peu différent. Oui. On va utiliser le fait que dans cette catégorie, donc on a dit qu'on allait voir tous les niveaux. Et il y a un des niveaux dans la run, pour le débloquer, il faut récupérer 4 cœurs cachés. Oui. Et donc là, on va voir qu'on va aller chercher immédiatement un petit cœur caché du côté de Goriken. Et on va même faire un petit exploit une fois qu'on l'aura récupéré, ce cœur. On va abuser de la mécanique de retry, on en parlait tout à l'heure. On va même save and quit en fait pour dire au jeu, je sors du niveau et j'y retourne. Mais comme on est arrivé dans la salle par le coin en bas à gauche là, le jeu en fait il sait pas où nous remettre parce qu'il a pas prévu que des joueurs pouvaient arriver par en bas à gauche dans cette salle. Donc il nous remet en haut à gauche à la place. Et ça nous envoie directement dans la deuxième aile de la reine. Petit cœur gratuit, tout en pouvant continuer le niveau normalement et avancer dans l'histoire, donc c'est tout bénef. Et on valide ce coin de la salle, encore des éléments enlevés, tout se passe très bien. Et voilà, qui valide lui aussi son cœur. Et bon, on aurait presque, voilà, le sérieux n'a pas encore commencé, on aurait presque pu lire des dons parce que là on est sur le troisième pan de niveau, on a le troisième switch à faire et puis là ouais ça commence à être cool avec la fuite avec Oshiro. Ouais, il y a des espèces de séquences de boss un peu, il y a pas un boss à proprement parler avec une barre de vie et tout dans ce jeu, mais il y a des séquences qui font très boss et là on va arriver sur l'une d'entre elles dans quelques minutes. La clé enfin récupérée. Donc oui, on a des choses vraiment si vous découvrez, typiquement pour l'élévation, hein, voilà, le fait de dasher vers le haut et d'appuyer sur saut permet de vous éjecter d'un mur et de gagner beaucoup de momentum vertical. C'est des choses qu'on vous apprend, c'est marrant, on vous l'apprend à la toute fin du jeu normal, ce truc-là. Ouais, c'est des mécaniques prévues, oui. À l'instar d'une mécanique qu'on va voir très prochainement sur côté Goriken, où voilà, on le voit dasher à travers de la poussière, et Millet vient de le faire également aussi. Le démo dash. Voilà, le démo dash, une des rares techniques de tout le jeu qui n'était pas prévue par les développeurs à la base, qui consiste en fait à s'accroupir en même temps qu'on dash.
Ouais, c'est- Et donc ça réduit la taille de la hitbox en fait de Madine. Elle est un petit peu plus petite et ça lui permet de passer entre deux pics en fait. c'est ça, c'est vraiment au pixel, parce que je crois qu'il y a 4 pixels d'écart entre chaque mouton de poussière. Et quand on fait justement ce démodage accroupi, et ben on a ces 4 pixels pile poil. C'est ça. Et du coup, bah ça, là parce que les moutons de poussière, on dirait que c'est continu, mais il y a un petit espace quoi. Et détail à noter là-dessus, c'est que c'était pas prévu par les devs à la base, mais il y a une update qui va sortir dans pas très longtemps où, en fait, comme c'est assez, il y a plusieurs façons de le faire le démodage, mais en général, ça inclut de faire des binds à la manette ou au clavier qui sont un peu pénibles, des manipulations un peu pénibles à faire. Oui. Et du coup, dans la prochaine mise à jour, en fait, les devs ils ont dit on va rajouter carrément dans le menu, il y aura un bouton pour si vous voulez binder le démodage, vous aurez un Ok. bouton démodage dans le menu, vous pouvez le Macro, binder quoi. sur n'importe quel bouton. D'accord. C'est vraiment les devs, ils sont à l'écoute de la communauté et ils veulent. En sachant que le démodage n'était pas prévu aussi. C'est ça, c'était Et pas du tout prévu, finalement, quoi. il y a des chemins dans Farewell justement qu'on peut faire en démodage, donc ça a été embrassé et inclus après dans le game design, donc c'est vraiment très drôle. Tout à fait. Ils sont à fond quoi. Et ben ma foi c'est close. Hein. Ouais, c'est plutôt ouais. D'ailleurs ils affichent le in-game time. Voilà. Alors oui, bon il va peut-être en parler un moment du in-game time. Vous voyez que les in-game time sont différents. Ouais, il y a un petit bug dans le jeu qui arrive à certains runners, on sait pas trop pourquoi. Ils jouent à 61 FPS au lieu de jouer à 60 FPS. Et oui, et c'est terrible. Donc en gros, ouais, c'est Miles, c'est ça qui a 61 versus Goriken qui a 60. Donc en gros, bah, la moyenne elle est facile à faire sur une heure. Ça perd ou gagne une minute. Donc, Et du coup, on laisse le in-game timer, comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Et de toute façon, dans la communauté, c'est le in-game time Oui. qui est utilisé, même indépendamment de ce bug-là, ils utiliseraient le in-game time. Donc, Bon, donc ce maudit niveau où la mécanique est très visuelle hein, pour le coup, avec le vent qui change de direction selon les tableaux ou des timers. Et on va chercher le deuxième cœur de la run, du coup. L'hommage à Mario 3 qui ne va pas être respecté. Hein. C'est ça. Normalement, il faut utiliser le bloc blanc comme dans Mario Bros 3, mais les runners préfèrent faire autrement. Ça faut s'accroupir longuement, mais là justement avec justement un rebond sur le mur, un corner boost, tout ça, tout passe bien. Alors, on voit là justement des choses près des pics. On peut voir là du côté de Millet et bientôt du côté de Goriken. Hein, dans ce niveau, c'est beaucoup d'usage de blocs, normalement des blocs qui bougent, on s'accroche à ces blocs et ils vont se déplacer. Parfois, on va même pouvoir les manipuler, la direction dans laquelle ils vont, tout ça. Au final, dans la run, la quasi-totalité des blocs vont être complètement esquivés par les speedrunners. Il y en a quelques-uns qui vont être utilisés, mais... Il y en a certains qui sont quasiment obligatoires sur des longues ascensions. Ouais, et encore en tasse, en général, il y a toujours un moyen de bidouiller, quoi, mais voilà, on en verra quelques-uns, mais on va énormément les éviter parce que c'est assez lent, en fait. On peut voir, là, ça se déplace très lentement. Oui. Et on n'est pas là pour se déplacer lentement, quoi. Tout à fait. On a vu aussi, hein, voilà, ces bulles bleues. Mécanique aussi de ce niveau où on rentre dedans, on appuie sur une direction et ensuite on est projeté vers une direction, mais pas très loin. Ça sera ensuite avec les bulles rouges où on aura un temps de trajet limité. Et on peut voir du coup, ce bloc-là, on l'utilise un petit peu, mais on le laisse quand même derrière nous. Hein, on va pas rester avec lui jusqu'au bout, mais on est obligé de l'attendre un petit peu. La musique qui s'énerve, deuxième partie de niveau. Ça a quelques sauts un petit peu tight, on l'a vu avec ce gros bloc à gauche chez Milet. Ah, et les boules de neige, alors oui, Meilleure mécanique. meilleure mécanique, mais qui sont voilà, qui apparaissent, leur hauteur et leur trajectoire est basée sur votre position et le mouvement. C'est un jeu Céleste qui n'a pas de RNG, hein, si je ne m'abuse, ou très peu. Mais c'est vraiment. Pas, oui, non. Ouais, je crois que c'est un speedrun voilà, sans RNG, donc pour le coup, il n'y a pas entre guillemets de dinguerie comme sur Ninja Gaiden. Non, les boules de neige, si vous les prenez dans la face, c'est votre faute. Il n'y a pas de feinte. Enchaînement avec le vent favorable. Et c'est bon, le téléphérique pour Milan. Le niveau 4. Le niveau 5, du coup, ça va être les niveaux 5 et 6, ça va être des niveaux un petit peu particuliers. Donc, on est toujours dans l'idée qu'on veut récupérer 4 cœurs pour débloquer le niveau 8. Pour l'instant, on en a 2. On va débloquer les 2 suivants dans les 2 prochains niveaux. Et on va utiliser en fait pour ça un truc qui est aussi fait en Any% parce qu'en plus, c'est plus rapide que de faire les niveaux normalement. C'est-à-dire qu'on va débloquer les phases B des niveaux. Chaque niveau a plusieurs phases, des phases A, B et C qui sont des niveaux de difficulté en fait. Et pour ces niveaux-là, on va aller chercher la cassette qui débloque donc la phase B, comme dans les vieilles cassettes à l'ancienne. Et du coup, on va quitter immédiatement le niveau A et on va faire la phase B qui est plus rapide que de finir la phase A.
On a vu des choses hein, chez Millet que vous allez voir chez Groiken, mais bien évidemment, il y a de l'énorme irrespect hein, sur la route normale de ce niveau. Il y a beaucoup de sauts chaloupés dans des couloirs plein de pics. Et on va sauter à un énorme pan de niveau. Ouais, on verra pas du tout la fin du 5A ni du 6A du coup, mais c'est voilà, finir le 5B ça marche aussi. Oh, alors belle éjection. Ou alors que Millet nous fait un hit complet. Hit. C'est un de ces sauts qui est vraiment aimé par la communauté parce que bah, on gagne un max de vitesse. C'est passé. Et côté Groiken, ça marche, ça passe aussi sans problème. Alors ouais, pour expliquer, hein, vous voyez encore une mécanique très cool, mais les plateformes que vous avez vues avant, alors que bah, du coup là, double mécanique. D'abord voilà, ici à chaque fois pour débloquer des cassettes, des phases B, on a toujours ces plateformes rose et bleu qui alternent selon un rythme, donc c'est rigolo comme puzzle jump on va dire. Et juste avant on avait les plateformes diverses qui réagissaient en fait au moment où vous utilisiez votre dash. Ouais, c'est très déstabilisant ça en casu au début parce que tu veux sauter sur une plateforme qui est à droite, tu dashes vers elle et là boum elle bouge. Ouais. Mais bon, forcément en speedrun on connaît, on sait où on va. Et remix un peu de jazzy très cool, donc voilà, les phases B, en gros phase B c'est toujours un hommage au niveau dans lequel vous étiez mais avec beaucoup plus de pics et souvent énormément de vide sous vos pieds. Et les phases C c'est beaucoup plus court et c'est juste très énervé, quelques tableaux, 2-3 tableaux très énervés. On va voir un truc côté Millet, une des raisons pour laquelle la phase B est vraiment plus rapide, c'est ce qu'on appelle le bubs drop. Oui. C'est-à-dire qu'on réutilise ce qu'on avait fait dans le niveau 3, là, le fait que le jeu, il y a des endroits où il y a des entrées-sorties, il n'a pas prévu qu'on rentre dans une salle par là. Donc en fait on est sorti de la salle et on est immédiatement fait demi-tour et on a reset et là le jeu sait pas d'où on vient et du coup il nous met à droite qui est la suite du niveau quoi. Donc on skip toute la partie qui était en haut à droite de la salle. Ouais. Très très belle arnaque. Technique, hein, faut pas rentrer, faut rentrer puis ressortir. Ouais, c'est 2 frames je crois pour le placer, le fait de redescendre quand on change de niveau. Encore des cycles et justement ces plateformes dont on parlait plus tôt. Et c'est close hein. Ensuite, on appellera les arbitres. Là, on va voir Millet qui quitte et qui revient, c'est juste pour skipper des cinématiques. Oui, c'est une longue cutscene avec l'introduction des beholders, enfin diverses choses. Enfin non, celle-ci est différente vu que c'est la phase B. C'était une longue cutscene. C'est le genre de choses qui en RTA, je crois que ça ferait perdre du temps, mais vu qu'on time en IGT le jeu dans les catégories, donc les catégories, bah, on se permet comme ça ce genre de petits... donc oui, bah oui, enfin c'est monstre. Alors, on passe beaucoup en dessous, c'est un thème récurrent et dans ces speedruns de Céleste, on passe souvent en dessous des plateformes qu'on doit utiliser. Donc là, ouais, c'est les monstres qu'on a vu, cette espèce de beholder qui vous charge au visuel. Dès qu'elle vous voit, elle vous fonce dessus, mais bon, on peut les utiliser comme plateforme. Très jouissif, ça va y expliquer. Et alors qu'on doit escorter Théo jusqu'à la fin du niveau, donc Théo qui est piégé dans cette espèce de bloc de glace. Et qui sert un petit peu de tout parce que donc c'est à la fois quelque chose qu'on va transporter mais il peut aussi nous servir à collecter les trucs qu'on doit collecter pour ouvrir les portes. Il peut appuyer sur les interrupteurs, il peut repousser les ennemis, donc il fait des choses mais à la fois c'est plutôt ralentissant d'avoir le train balai jusqu'au bout. Ouais, même si on peut faire quelques boosts, ouais, prise sympa avec. Très bien géré ce cœur pour Miller. Et le retour à la carte immédiat bien sûr. Et 2 cœurs déjà. 3 du coup. 3, oui, sur les 4 nécessaires. Ouais. Bon, Groiken n'est pas loin, on va voir justement en termes de game time, ça va être... En fait, c'est vrai, c'est vraiment très close. Ouais. Pendant que côté Millet, donc là on a le début du niveau 6, qui est une petite phase d'introduction de la mécanique des plumes en fait. Alors c'est une phase d'histoire aussi, on a skippé tous les dialogues, mais il y a une phase d'histoire qui est liée à ça. Et la mécanique de plume, donc il y a un peu la différence principale entre les joueurs clavier et manette. Exact. Parce que c'est un truc qui normalement est plutôt analogique, et au clavier du coup, bah, les mouvements sont un peu moins précis avec la plume. Ouais, c'est sportif. Ouais. Ah, ces blocs avec ces bruits si charismatiques. Vous avez vu ça, c'est visuel. Hein, quand vous tapez dans un côté, le bloc change de direction et va du côté où vous l'avez tapé. Ici, voilà. Le coup d'évasion, ceux-là aussi, on va en skipper certains, mais ils peuvent être utiles parce qu'ils peuvent nous propulser. Quoi, Là, ça devrait servir. Millet va tenter une strat. Normalement, il gagne énormément de vitesse si ça passe bien. Ouh Presque. Donc, vous l'avez compris, c'est une salle encore de déblocage de face B.
On a assez peu parlé au final de la mécanique, de comment ça marche exactement les dashs qu'ils font. Oui. Est-ce que vous pouvez vous dire, des fois vous les voyez dasher, sauter et avoir toujours Madeline qui a les cheveux rouges pour dire qu'elle peut encore sauter. Et si vous avez fait le jeu, ça pourrait vous surprendre parce que normalement, si je dash une fois et que je finis en l'air, je peux plus dasher. Voilà. En fait, Bleu, c'est fini. Voilà. Une fois, ce qui se passe en fait, c'est que quand tu dashes, au bout de pendant genre je crois que c'est 6-7 frames, si tu es toujours au sol à ce moment-là, le jeu te rend ton dash, tu vas pouvoir redasher. Et si tu sautes juste après ça, tu vas encore avoir pas mal de la vitesse du dash. Mais du coup, quand tu seras en l'air, tu pourras redasher. Donc en fait, ils font beaucoup ça dans tout le jeu. C'est dasher au sol, en général diagonale bas-droite, ça va un peu plus vite que juste droite. Et sauter avec un timing très précis derrière pour pouvoir redasher après une fois en l'air. Exactement, ouais. Et ça s'appelle l'hyper dash ou le wave dash en fonction de la manière dont tu le fais. Et après, si tu les gardes ton inertie et que tu les enchaînes, ça s'appelle les ultra dash. Enfin, il y a énormément de vocabulaire à ce niveau-là. Il y a de variations qui permet aux runners de discuter entre eux sur les différentes strates à faire à certains endroits. Mais voilà, le concept essentiel, c'est vraiment juste ça, quoi. Ouais. Ça a des tableaux assez longs stylés dès qu'il a récupéré. Et avancement. Incroyable. Donc dans la phase B ici, on n'aura pas le Eya énervé, c'est la version plus chill. Donc ouais aussi les chutes rapides si vraiment on veut, voilà, on le voit assez souvent et c'est assez rigolo avec le sprite qui s'allonge, mais voilà, le fast fall, quand vous maîtrisez bien les chutes et que vous êtes précis dans vos mouvements, vous pouvez vous permettre ce genre de facétie. Un détail peu connu, c'est que le fast fall ça marche aussi quand on est sur des plateformes dans le niveau 3, là, les plateformes qui descendent sous notre poids. Oui. Si on maintient bas, pareil, on les fait descendre plus vite. Alors qu'on peut voir quand on passe dans l'eau, la musique est distordue par l'eau. Design très bon. Ouais, le Power Audio, je crois. Voilà. Ouais, Power Audio, ouais. Avec Kevin, justement, dont on parlait. Kevin qui a fait le bruit des Kevin Block. Oui. Et qui est aussi un speedrunner du jeu et qui a énormément participé au bêta testing du jeu, justement par ses capacités de speedrunner. Qui, pendant les premiers mois, avait des espèces de world records cachés sur certains niveaux. En mode, moi j'utilise des techniques que vous n'avez pas encore trouvées, les speedrunners. Je vous spoile pas, mais mon temps c'est ça. Le flex. C'est ça. Ah, ça tentait un démodage chez Millet. Je sais pas s'il va retenter. Ouais. En fait, d'ailleurs, c'est... Ouais, voilà, tu voyais, c'est très précis, mais ouais, en gros, le fait de s'accroupir dans les 4-5 premières frames de ce dash, là. Allez, la plume prise, c'est marrant. Très visuel aussi, les cheveux qui s'en vont au fur et à mesure pour vous montrer la suite du niveau et bas de l'hymne. C'est l'introduction du boss qu'on voit par ses cheveux, quoi, et finalement le combat l'espèce de combat de boss qui dure vraiment longtemps dans la phase 6B. Oui. Mais enfin, moi c'était un grand casual, c'était mon niveau préféré vraiment. Ouais. La découverte de ce truc-là est vraiment incroyable. Et donc bien sûr, on va plus ou moins essayer de tout le temps battre les cycles avec des wave dash pour la tuer, la toucher dès son laser. Ça passe plutôt bien. Le mélange de gameplay intéressant aussi avec les plumes à récupérer, on ressort. Les petits trucs à récupérer pour activer le bloc pour pouvoir passer la fin de la Là, je viens passer chez Voikem. Il y a des délices en termes de level design et de mécanique. Enfin, c'est très très bien pensé, notamment sur Farewell où vraiment ça va très très loin, mais du coup ça devient un peu élitiste parce que Farewell a vraiment un niveau exige un niveau extrêmement énervé sur le jeu. C'est ça. C'est un jeu qui est quand même très qui a un message très très positif d'encouragement à aller plus loin, à se dépasser, qui a un mode assist qui permet vraiment de régler la difficulté comme on veut. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez juste par exemple ralentir le jeu de 10%. Vous pouvez vous rajouter des sauts, enfin vous pouvez faire plein de choses. Et Farewell qui va un petit peu à l'encontre de ça parce que si vous voulez voir la toute fin de la true ending, il faut passer le cap. Il y a un moment où le jeu vous dit là il faut être cette taille là, sinon vous passez pas, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'il y a un gros blocage, un gros bloc à la fin. Si on n'a pas tout fait, on devra repasser. Ça se passe relativement sans encombre. Les bumpers aussi, on trouvera quelque chose de similaire aux bumpers dans Farewell. Et donc intéressant, les bumpers qui vous éjectent de manière assez agressive. D'ailleurs, si vous appuyez sur la direction opposée quand vous touchez le bumper, vous pouvez avoir une double éjection, enfin un boost d'éjection. Le bumper qui est peut-être ce qui se rapproche le plus... Enfin,
moi, ce que je trouvais quand je jouais, c'est que le truc se rapprochait le plus justement de RNG un petit peu dans le jeu. C'est pas RNG, mais il se déplace un petit peu tout seul sans qu'on. Oui, c'est vrai qu'ils ont un petit, ouais. Et du coup, à moins d'avoir un timing vraiment archi précis, ils ont pas exactement la même position quand t'arrives quand même. Et on a vu, on est passé entre les pics et le dernier bloc rose, c'était très joli. Millet qui valide à 20-30 et on va voir où sera Groiken. Mais ouais, je pense que c'est close en game time. Ah, le sommet, quelle histoire! À quand les runs Golden Strawberry? À quand les petits runs Deathless, hein, c'est toujours un gros plaisir. Ça, un niveau très très long. Bah là, on peut voir, hein, on est arrivé au niveau 7 sur 9. On est à quoi, un peu plus d'un tiers de la run. Genre vraiment les trois derniers niveaux et surtout les niveaux 7 et 9 qui font une énorme partie de la run. Que le corps et Farewell vont prendre pas mal de temps en effet. Très sympa les puzzles autour justement de l'orbe de Badlin et cette projection verticale. Ouais, le fait qu'il nous ait donné donc voilà, à la fin du niveau 6 on se réconcilie avec Badlin qui est une partie de nous. Et du coup on fusionne façon Dragon Ball et on récupère du coup des cheveux roses qui nous donnent accès à un double saut. Double dash, ouais. Un double dash, pardon. Et du coup on revisite les mêmes niveaux mais avec un level design adapté au double dash et c'est vraiment plaisant. Oui. Génie de niveau, le niveau extrêmement long. Et puis il y a l'iconique ascension. Et on le verra plus tard. Là c'est passé, voilà, on sort du remix de la ville côté Millet, on arrive sur le retour des Dream Blocks et la musique évolue. On taffe de Lena Raine qu'on cite à chaque fois qu'il y a un run de Céleste, mais c'est dur de passer à côté la bande son. Là c'est un bijou, un délice. On parlait tout à l'heure des Dream Blocks donc dans le niveau 2. Là on va pouvoir le voir quand Millet traverse les les Dream Blocks. Souvent il va pas juste les traverser. Alors il y a deux options, c'est tu peux sauter quand tu sors du Dream Block, ce qui te propulse un peu plus loin, ou tu peux même faire un hyper dash, donc dasher en diagonale et vers le bas et sauter immédiatement, ce qui va te propulser encore plus loin. Exact. Tu peux faire aussi un double saut avec ces Dream Blocks pour une éjection plus intense. Je crois que c'est en bindant 2 touches de saut d'ailleurs, c'est ça. Et voilà, on passe en dessous d'habitude. Le petit passage en diagonale là pour passer dans 2 Dream Blocks à la fois. Allez, les boutons de poussière vous ont-ils manqué? Des cycles, comme d'habitude. S'il n'y a pas de mort, tout se passera de manière très fluide. La salle c'est une salle qui m'angoisse toujours, oui. Ça. Très fluide, alors que Groiken aussi au sommet. Avec un peu de retard pour l'instant, on a vraiment une game time. Mais rien d'insurmontable, surtout que. Oui, surtout que globalement, les deux runners sont vraiment très très forts. Hein. Sur toutes les catégories du jeu, globalement, il y en a un des deux qui est le meilleur joueur français. En l'occurrence, en NI%, Millet est un peu meilleur. Enfin, en tout cas, un PB un peu plus bas. Du coup, globalement, la manière dont la race était prévue, c'est que Millet devrait avoir un petit peu d'avance à la fin du sommet. Et Groiken devrait se rattraper pas mal sur Farewell. Ouais, Farewell. Donc, ça va s'équilibrer. Même si Millet, j'ai l'impression qu'il a une relation un peu d'amour et surtout de haine avec Farewell. Quelques donations, messieurs, on peut Ou c'est tendu Oui, oui, si, ça doit être jouable, allez-y. Je sens que vous vous hypnotisez du gameplay. Ouais, vous êtes abasourdi là par ce qui se passe devant vous. On a d'autres choses qui sont tout à fait abasourdissantes aussi. On a 467 € de Ardanzio, incroyable événement, bravo à tous. À part pour cet ignoble sondage à caractère onéreux qui oublie le meilleur FF alias FFT. Merci pour tous ces sous-sous. Merci Vogne pour tes 150 €. Merci MV et tout le monde pour cet événement. On a aussi 250 € de Nitnuck. Merci aux vieux monsieur, à toutes les personnes derrière l'événement et aux gens qui donnent pour des bonnes causes. Même les petites sommes ont un impact. Je te laisse continuer, Zera. Effectivement, globalement, le sondage Final Fantasy déchaîne encore les passions en coulisses. Je vais pas vous mentir, on fera le point évidemment plus tard dans la nuit avec cette fameuse run d'FF13. Mais c'est ce qui déchaîne les passions. On a des 100 € par-ci, des 50 € par-là, notamment de Kerbal, Zedoki, Yaourt TV et d'autres. J'en passe et des meilleurs. Donc voilà. FF7 est remonté premier d'ailleurs. Et il a 1000 € d'avance presque. Ils se sont réveillés, effectivement. Donc voilà.
Ça déchaîne encore les passions. Très bien, bah, battez-vous les fans de FF8, ayez du mauvais goût, mais au moins ayez de l'argent. Allez, alors qu'on arrive donc à la partie niveau 5 du niveau 7, donc le retour au Mirror Temple. Ah oui. Et on va voir quelques skips plutôt intéressants. Oui. Petit door skip là, pour rigoler. Alors, avant le door skip, il y avait un truc qui est assez. En fait, un truc qui est encore une fois un truc qui était prévu par les devs. On va voir là, Millet qui va monter en haut et qui va skipper toute une partie du niveau pour aller chercher directement la clé. Alors que normalement, on est censé faire tout le tour pour arriver en bas, pour débloquer des portes, utiliser la bulle rouge pour monter, etc. Et là, non, juste on fait des sauts assez précis et on passe. Et ça, c'était complètement prévu par les développeurs qui ont ajusté le niveau tout pile comme il fallait pour permettre ça. C'est assez impressionnant, on parle souvent des modes speedrun etc dans les jeux, mais ouais là il y a vraiment plein de choses. Oh, et le door skip, c'est toujours joli. Et avant de gagner. Et oui, alors pour l'anecdote, hein, dans la communauté, il y a toujours à chaque fois qu'on time des strats, il y a des trucs qui font gagner 1 seconde, 2 secondes, 20 secondes. La communauté a timé ce skip là et apparemment ça fait gagner très précisément 9 ans. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment ce skip est incroyable. Il a gagné 9 ans de run. Hein. C'est vraiment un gros mime ce truc parce que enfin maintenant c'est maîtrisé, mais oui, c'était vraiment hyper dangereux pour un gain de temps qui comment dire, de 9 ans bien sûr. De 9 ans. Et voilà le sommet, la hype, tout ça, avec justement l'introduction, surtout à la fin, très appuyée des sauts, des wall jumps verticaux, obligatoires pour la fin, plus ou moins. Alors, qui commence par une des pires mécaniques ever, hein, le vent vers le bas, ou la pluie, ça dépend comment tu regardes. Donc, qui te pousse vers le bas, qui fait que Madeline a l'air beaucoup plus lourde dans cette façon. La gravité lourde est terrible. Les checkpoints qu'on peut évidemment valider ou non. De toute façon, la plupart du temps, on passe dessus directement, 50 heures, point de passage. Plus que 20. Et est-ce qu'on a... Bon, ça va enchaîner, je me demandais si justement on allait avoir du skip intéressant, mais le sommet, c'est plus ou moins straightforward, on peut sauter un checkpoint, mais en fait, on y passe quand même, hein, on passe dans le coin. Ouais, c'est juste, normalement, si tu meurs pas, ça change rien, si tu meurs, tu vas le payer un petit peu. Et là on passe à la phase donc inverse, hein, le vent qui nous pousse vers le haut, qui nous permet de faire des plus gros sauts. Pour le coup c'est agréable, moi ici, si on va pas chercher la fraise, on passe directement à la suite. Et les fraises qui pour le coup sont un collectible du jeu qui n'apporte... genre le jeu nous dit texto au début... C'est pour le fun quoi. Alors il nous dit c'est pour impressionner tes amis. Voilà, exactement. c'est tout, ça permet d'impressionner ses amis. Bien sûr, les tremplins, rien de révolutionnaire, mais quand même, vous l'aurez compris, les tremplins qui vous redonnent, bien entendu, un dash, enfin l'utilisation des dashs, comme ces cristaux verts qui permettent justement d'avoir des puzzle jumps plus énervés et complexes. Tout ça est très très propre. Bon, on hurle évidemment à chaque point de passage, si vous sentez la motivation. Et là, vu que c'est en race, c'est quand même plus compliqué. Pas perturber. 6 Et on y est quasiment. Les 3 derniers, pour Millet avec la plume toujours un peu sketchy, mais ça maîtrise. Et surtout, voilà, on passera pas par la gauche. Et on fera peut-être un point, un repère mental pour voir où on était en in-game time. Après le sommet. Ah, non, ici. Les morts qui sont punitives ici, mais pas autant, bien sûr. Plus on avance dans le jeu, plus on va commencer à avoir des longs tableaux, notamment dans Farewell, où là les morts coûtent excessivement cher, surtout qu'il y a des points de passage extrêmement risqués en fin de tableau. Tout à l'heure, on en parlait avec Millet et Goriken. Le fait que 20 secondes pour le Bubs Drop, c'est parce que le Bubs Drop de tout à l'heure, ça faisait gagner 20 secondes. Et on discutait de à quel point c'est un gros gain de temps ou pas, parce que pour du Céleste, c'est un gros gain de temps. Oui. Mais à la fois, c'est quoi? C'est une mort dans Farewell, quoi. Voilà, exactement. Sur un tableau très long, quand vous crevez à la fin, oui, c'est ça. C'est au moins ça. Et le premier qui finit donc la première partie de la run à 29-10. Bravo. On va comparer avec Goriken. Ce sommet maîtrisé. Et pourtant, l'estimate est à 1h05. Et on peut voir la tarte aux fraises à la fin de la run qui manque un petit peu de fraises. Manque un peu de goût. Nous n'avons pas collecté moult fraises. Le cœur, donc, pourquoi a-t-on récupéré des cœurs? C'est pour ici. Ceci. Regardez les notifs.
Ah, petit notif qui joue là. Mais voilà, cette porte-là qui me demande 4 cœurs pour s'ouvrir, donc il les faut. Et on va pouvoir du coup commencer le niveau du cœur de la montagne. C'est l'histoire. Hein. Ouais, qui a une mécanique très particulière. Alors on aime ou on adore, on aime ou on déteste, pardon. Et on déteste surtout. je suis très partial. Qui fait qu'on ne regagne pas ses dashs quand on touche le sol, contrairement à tous les autres niveaux du jeu. Exactement. Et du coup, la seule manière de regagner ses dashs, c'est de récupérer les petits cristaux là qui nous rendent des dashs. Sinon, pour le reste du temps, et là, le skip qui passe du premier coup. Magnifique. Skip qui saute toute une partie du niveau. On est censé normalement aller à droite et changer la température du cœur et revenir. Et là, on s'en fiche, nous on va tout droit. Et là, on le voit ici. Donc ouais, en mode glacial, ces boules se transforment en plateforme sur lesquelles on peut rebondir. Sinon, c'est du. En mode lave, là, ces plateformes là qui nous propulsent, c'est assez technique d'arriver à avoir la trajectoire qu'on veut. Mais ouais, pareil, ouais, selon le placement dessus. Ouais, c'est vrai que c'est. Et alors qu'en glace, du coup, c'est le retour des bumpers. Les bumpers qui ont là aussi, il y a des trucs un peu techniques liés aux bumpers. Si à la frame où tu les touches, tu les touches vers la gauche et tu maintiens la droite, puis à la frame où tu le touches, ça va te propulser plus loin que si juste tu le touchais en maintenant vers la gauche. Enfin, genre, il faut vraiment changer au bon moment. Il faut avoir une meilleure éjection. Ouais. C'est très sympa, ouais. Surtout avec la mécanique des petits cœurs qu'on active, tous les tableaux qui sont basés sur l'alternance entre le chaud et froid, c'est assez stylé. Et de toute façon, de magnifiques idées de puzzle et de level design un peu partout. Oh. C'est très fluide. Le cœur qui est aussi à un niveau du cycle un peu, surtout le... Ah, remarque, non, les deux niveaux de chaleur, que ce soit la lave ou la glace, c'est vraiment cette espèce de petites boules là qui passent dans tous les sens, qu'il faut vraiment timer là où on passe par rapport à ça. Donc, avec le niveau 3, c'est probablement un niveau où c'est le plus basé sur les cycles. Et des rebonds multiples, on passe en chaleur. On va marquer tous ces wall kicks qui nous permettent quand même d'arnaquer quelque chose d'ici et là. On va prendre un cœur qui se passe très très bien pour l'instant. Surtout, ça parlera à celles et ceux qui ont joué à ce jeu. Beaucoup de souffrance ici. Ouais, la mécanique là, de ne pas récupérer ses dashs, il faut vraiment s'y faire. Hein. Parce que bon, mine de rien, les jeux comme ça, les platformers un peu durs, il y a toute une partie un peu puzzle solving. C'est on voit la salle, on se demande ok comment je vais faire la salle, et pendant tout le jeu, t'arrives avec une bonne dizaine d'heures d'expérience et tu analyses tous les niveaux d'une certaine façon. Et là, d'un coup, tout ce que t'as appris, ça sert plus à rien. Faut revoir les niveaux différemment. Quoi. Tout à fait, ouais, c'est ce tableau que j'aime énormément justement. On doit switcher de manière assez régulière. Et on aura des remixes de ces mécaniques. Et des plumes en plus. Et ça va, ils sont rodés. Des vraies difficultés, enfin voilà, le vrai saut dingue de toute façon sera pour très bientôt. En difficulté. C'est marrant d'avoir ces mécaniques là aussi, même dans une longue salle pour la phase B. Ouais, pour le cœur justement, la cassette qui bloque la phase B, elle n'est pas dans un coin caché comme dans tous les autres niveaux, elle est sur la route quoi. Un peu obligatoire, un peu comme le cœur de l'hôtel, hein. C'est un peu pour vous montrer que ça existe. C'est ça. Et pour vous inviter à fouiller le jeu, qui a énormément de salles secrètes, d'easter eggs aussi. Et pareil d'ailleurs, le niveau se termine avec la collection du cœur bleu, alors que normalement le cœur bleu dans les autres niveaux c'est un truc qui est caché. Oui. Et qu'il faut alors qu'on commence donc Farewell du côté de Millet. Aïe. Donc le niveau DLC dans l'histoire, on voit on apprend la mort de Granny, la vieille madame qui habite sur la montagne céleste. On se moquait souvent de nous. Voilà, et du coup ça va être le thème du niveau, c'est vraiment la gestion du deuil, du fait que c'est fini, qu'il faut l'accepter. Et donc DLC qui vraiment double quasiment le terme de contenu, c'est très très long et qui était gratuit, hein, donc il faut quand même le signaler, mais qui est une difficulté. C'est tout de suite pour les joueurs et joueuses aguerris, on va dire. C'est ça. Le début du niveau utilise les mêmes mécaniques que ce qui est nécessaire pour arriver jusque-là, globalement. Par contre, la fin du niveau, il y a vraiment un moment où le jeu te dit là, il faut que tu aies fait quasiment tout le reste du jeu, toutes les phases B. Probablement essayer déjà les phases C parce qu'on va t'en envoyer beaucoup dans. Ouais, et puis il y a tellement de clins d'œil et des salles secrètes et des manières alternatives de faire qui sont vraiment pour le coup
qu'on est réservé à l'élite, les poissons fous, un petit peu dans la même idée que dans les collisions que les bumpers justement. Ouais, si on les frappe par les côtés, ça fait comme un bumper, et par dessus, par contre, ça les. Tant qu'on est sur l'hémisphère haut, on rebondit dessus, et en bas, ça explose quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est. À part le niveau 6 qui est vraiment particulier, le niveau 6 c'est un niveau où il n'y a pas de fraises et où il y a plein de chemins alternatifs. Sinon c'est le seul niveau du jeu avec vraiment des routes alternatives en fait, où certaines cachées, certaines plutôt visibles, mais qui en général les routes alternatives c'est allez-y les speedrunners, amusez-vous à y aller. Parce qu'on va voir des choses absolument dingues et au final on va se rendre compte que y a le chemin pour faire toutes ces choses absolument dingues. C'est assez prévu mais c'est caché quoi. Et donc là, ouais, la nouvelle mécanique qui est donc l'espèce de replenisher, donc les cristaux qui nous rendent nos dashs, selon qu'ils sont doubles ou simples, qui nous rendent un dash. Ah. Et là, typiquement, voilà, il y a un chemin par en bas, qui est celui qu'en général on prend en casu, et il y a ce chemin-là, du coup, qui nécessite un saut un peu plus précis. Avec ces méduses qui sont extrêmement sympas, là en plus, qui réagissent également au vent, mais à chaque fois qu'on rencontre ces rideaux de particules, elles se désintègrent. Ouais. Et là aussi, il y a des arnaques à venir. Et évidemment, elles prennent la propulsion du dash qu'on avait. Ce qui va nous permettre, par exemple, ici, de conserver une méduse. On n'est pas censé arriver dans cette salle avec une méduse. Exactement. Le fait d'arriver avec une méduse, ça va nous permettre de skipper tout le début de la salle. On est censé faire plein de trucs. C'est pour ça qu'il y a 5 serrures. On est censé parcourir un petit peu, à l'instar de l'hôtel, les salles autour de nous. Sauf que regardez. Et donc là, on a skippé tout le début un peu parce qu'on avait une méduse. Et on va skipper toute la suite grâce à ce trick-là. Donc cette salle-là qui existe uniquement pour les speedrunners, globalement, pour dire aux speedrunners, voilà, vous pouvez tout skipper ici, amusez-vous. Voilà, ça existe, c'est normal. Et ça, la plupart, c'est la fameuse situation où 99% des gens ne l'ont jamais vu, jamais su. Et voilà, changement de musique, excellente bande son, également du DLC. Merci Elena Rain. Et de retour les vieux abonnés, les nuages, on voit encore les doubles replenishers et bon, c'est visuel, ça va commencer à devenir très énervé. Là, rien que ce tableau, en termes de timing, quand vous n'êtes pas habitué, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de frustration, et ce n'est que le début. Ah, moi j'étais encore sur la musique et le visuel, mais rien que ce tableau aussi, rien que sur le visuel, il est... Oui. Genre vraiment, pour un DLC gratuit, on se moque pas de nous, quoi. Ah oui. Le deuxième door skip. 9 ans de gagner encore. Bah du coup 4 ans et demi parce que tu skippes qu'une porte. Ah oui c'est vrai, ouais. À moitié réussi. Il faudra déduire donc 13 ans. 13 ans et demi du temps final. Un peu vrai. Ça, il y avait TGH notamment qui est monstrueux, vu à plein d'endroits, notamment le Barrière Show entre autres, mais c'est sa partie la moins préférée de Farewell. Tous ces tableaux-là, un peu de rebond avec les poissons et les plateformes bizarres. Là, moi, globalement, personnellement, dès qu'il y a une méduse, j'adore. Là, vraiment, la mécanique des méduses, je trouve qu'elle est très très réussie. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais... Non, ouais, surtout, ils l'ont exploité avec des idées très ingénieuses pour les tableaux qui l'utilisent. Il faudra, ça va être intéressant ici aussi dans Farewell de voir justement l'éventuel. Là par exemple, le fait de la déplacer la méduse avec le bloc par exemple, histoire de faire un... Et là on récupère un cœur, mais en fait c'est pas vraiment un cœur. C'est toujours dans l'histoire le fait de gérer son deuil, ce genre de choses. Et là ouais. Et on peut voir qu'il y a une porte ici qui normalement nécessite 15 cœurs, qui vraiment nous dit, c'est le jeu qui nous dit là ça va devenir plus dur. C'est décevant ça. Et normalement on est censé avoir 15 cœurs pour passer, mais si on connaît déjà les techniques qu'on apprend juste après en fait, on peut esquiver la porte. Oui exact, c'est très drôle parce que juste après vous avez le tuto du wave dash pour vous apprendre à devenir un speedrunner entre guillemets, enfin surtout d'avoir cette mécanique de déplacement super importante. Mais voilà, possible d'arnaquer si vous le saviez. Ça reste quand même très dur à sortir. C'est parti. Extraordinaire musique. Et ça va être intéressant de voir peut-être Groiken si il va remonter, qui normalement est plus à l'aise. Et surtout essaye, ensuite il faut que ça passe, mais essaye des stratégies très énervées sur Farewell. Nous verrons. On se regarde. Presque
envie de les laisser se concentrer et de profiter. Ici, Ah, ouais, regarde, ça passe. Hein. La musique de Farewell, elle est vraiment. Et ce qui prouve que justement, c'est comme souvent le centre des hitbox qui compte. On avait l'impression qu'on allait faire toucher, mais pas du tout. C'est les centres de perso de sprite qui fait foi. Ah, c'est ça, la hitbox est plus petite qu'on aurait l'impression au visuel. Et en plus, du coup, il y a cette mécanique de pique qui fait que des fois aussi, si on arrive du bon côté, on peut pas, on se les prend pas. Et du coup, vraiment, il y a des moments où tu vois les runners passer très très près de pique où tu te dis ça devrait pas être possible, mais si ça l'est. Il y a le tableau d'avant qui est sympa. Tous ces tableaux Dreamblocks en mode un peu plus énervé, beaucoup plus de pique. Passage assez sympa. Oh, belle éjection ici. Ah bah tiens, regardez. Le week-end est arrivé. Dans les Dreamblocks aussi. Derrière hein, toujours, mais ça va être intéressant de faire le compte au fur et à mesure. Il y a des skips démoniaques possibles dans certaines de ces salles, mais c'est vraiment, vraiment super énervé. Les élections ici. Les fast falls. Fast falls qui sont quasi obligatoires parce qu'on doit récupérer hein, de toute façon. Voilà, après, normalement, tu es censé utiliser la plateforme de gauche aussi en arrivant. Bon, ici, les speedrunners n'ont pas le temps pour ça. Bien entendu, direct à la plume. On rattrape même l'oiseau qu'on est censé courser. Ouais, l'oiseau évidemment toute une histoire autour qui va être le même en termes de gameplay qui va être très, très intéressant. Le final assez beau. Ah, rigolo. Une salle rigolote ici où on a le retour de la mécanique du niveau 5, là, le fait les blocs qui s'activent quand on dash. Sauf que là les blocs c'est vraiment ça nous tue en fait. Donc on doit dasher régulièrement pour éviter qu'ils se ferment sur nous. Alors ça aussi, ce tableau m'avait rendu dingo. Voilà, vous lancez donc ce bloc avec les ressorts, mais en plus il y a de la mousse qui vous tue, donc impossible de retomber dessus. Donc ouais, c'est très très énervé. Là le vent qui nous pousse vers le haut, mélangé à la mécanique des bulles rouges, on peut voir du coup la bulle qui part pas du tout droit. Les combos de mécanique sont super astucieux, il y en a de plus en plus. Très joli passage entre les pics. Pour tuer justement une des mécaniques. On n'aura jamais utilisé évidemment ces postes de jumelles qui vous permettent d'observer le tableau. Ça, c'est bon, ils connaissent. Alors, évidemment, on utilise le momentum de la plateforme et on passe en dessous, comme souvent. Je crois que c'était impossible encore de très très dur, mais de repasser encore en dessous. Ah, je ne sais pas. Tout est possible, mais très dur. Hein. Ah, une salle comme on les déteste. Une salle de l'angoisse celle-ci, parce que dès que tu tombes, t'as quand même moyen de te backup, mais c'est un peu le gros coup de stress pour ce backup si jamais tu tombes, si jamais tu rates tes cycles. Et le petit passage entre les flammes qui fait toujours plaisir. Très très propre, le vent qui change de direction. Ah oui, il y aura d'ailleurs un truc très très drôle au niveau du vent, notamment avec une plume. Plus tard, ils ont mis des optimisations, des petites choses à savoir partout. C'est vraiment le DLC des tryharders. Ouais. Avec des salles un peu comme celle-ci aussi, qui sont un peu puzzle en mode. Enfin, moi j'ai mis du temps, c'est ça, à comprendre quel était le chemin à faire pour réussir à aller jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste le côté manuel qui est plus dur. Ouais. C'est aussi vraiment analyser les salles et comprendre comment tu vas les passer. Ah oui, si, il tente, oui. Alors en fait, quand vous passez en bas là, déjà c'est très très dur, vous voyez, c'est impressionnant, c'est étroit, mais en vrai vous gagnez beaucoup de temps parce que en fait vous gardez le vent avec vous plus longtemps que prévu, parce qu'évidemment le vent s'inverse pour normalement vous aider à passer les rideaux d'étoiles d'hiver. Donc en fait, même si visuellement ça a juste l'air d'être un peu plus rapide, ça l'est beaucoup plus. C'est un gain de quelques secondes. Et là du coup, une phase du rythme. Donc on retourne un peu aux mécaniques rouge-bleu là qu'il y avait à chaque fois qu'on débloquait une cassette. Sauf que là déjà on a 4 couleurs. Plus de couleurs. C'est ça. Et du coup vraiment basé sur du rythme. Sachant qu'il y a des runners qui, comme TGH par exemple, qui jouent souvent sans son et du coup font ça sans son, sans la musique. Et moi je trouve ça infâme déjà. Ce qui est fourbe en plus, c'est que le rythme n'est pas le même dans chaque salle. Oui. Alors apparemment, c'est quand même, Goriken m'expliquait, c'est quand même sur un cycle. C'est-à-dire que si jamais tu sors d'une salle alors que
genre le bleu est en train de passer au rose. Dans la salle d'après, quand tu arrives, le bleu est toujours en train de passer au rose. Ouais, c'est ça, tu peux pré-shot justement les salles d'après. Le rythme, le cycle est constant partout, mais quand tu es dans une salle, par contre, le rythme n'est pas le même. Le rythme, il y a des salles qui sont un peu plus rapides ou un peu plus lentes. Ouf, avec les mécaniques, dès qu'il y a toujours les combos de mécaniques ici, il faut rester solide. Hein. Par le bas, joli. Il y a moyen de faire des dingueries ici. Cette salle notamment qui est un délire. Superbe. Hein. Et le retour des tableaux électriques et l'oiseau. Et la musique fait ouais, là, musique parfaite, évidemment. Peut-être qui représente le mieux d'ailleurs l'esprit de ce DLC. Et ouais, super spectaculaire. Tu es content, c'est le retour de la Méduse. Et oui. Alors qu'on se rapproche petit à petit du dernier tableau du jeu qui a traumatisé la terre entière, c'est vrai. C'est-à-dire que le dernier niveau du jeu qui est plus long que le premier chapitre. Ouais, super combo là avec les arbres de Badlin et cet oiseau. Et également les tableaux électriques qu'on peut optimiser hein, selon justement d'où on les tape, hein, qui font disparaître justement toute cette électricité ambiance. Voilà. Qui est un peu piégeux d'ailleurs parce que quand tu tapes du coup le panneau électrique, il y a des parties de mur qui vont disparaître et si tu sais pas où atterrir, des fois tu vas juste taper le truc électrique et tomber dans le vide. Oui. Ah, mort pour Millet ici. C'est pas trop tard, mais vous voyez les tableaux deviennent de plus en plus longs du coup, hein, vu qu'on est sur des enchaînements de mécanique et on n'arrête pas de passer, enfin plein de choses assez tendues. Et ouais, ce tableau, voilà, mine de rien, il dure bien 15 secondes. Ça va s'amplifier. Allez, des plumes dans le mix. C'est aussi un trait particulier. Ça fait un peu mal au crâne. Les mouvements verticaux en plus. C'est la gestion de l'oiseau aussi du coup qui est un peu rigolote. Le fait d'avoir comme ça un allié qui nous repousse un petit peu. Mais du coup quand on découvre la salle on sait pas forcément vers où il va nous éjecter. Donc ça nécessite de réagir rapidement en fait à l'imprévu. Forcément en speedrun bon on sait où on va. Et belle sélection avec saut des Dreamblocks. Bon ici pas de mind game, hein. Il y avait des pics. C'était évident comment on devait se débarrasser de ce compteur et on approche inexorablement. Tableau des enfers. Je vais ici, on pré-shot la méduse, le débarras de la méduse. Ah, superbe ça. J'aime beaucoup la manière dont les poissons globes interagissent avec tout le décor. Et du coup on se sert parfois des plateformes pour déplacer le poisson globe. Pour le récupérer, genre là on l'a descendu et hop on utilise la plateforme pour le mettre là où on veut. Ah, une belle chose, de belles idées. Encore une petite mort qui a coûté un peu cher. Et le tableau est loin d'être fini. Ah, malin ça aussi. C'était la surprise justement si on le cassait direct. La petite phase d'attente là en réutilisant les ressorts. Hein. C'est bon, là on va essayer de prendre bien sûr par la droite le compteur pour tout de suite partir. Les blocs temporaires qui chutent et on s'approche. Le décor, hein, les maisons détruites. Depuis le début, on a des bactéries, on a des tardigrades. Maintenant, on a même un vortex au fond, une maison qui vole dans le ciel. Ouais. Il se passe des choses. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, si vous n'avez pas fait le jeu, on vous invite à le voir. Là, vous voyez bien entendu toutes les mécaniques utilisées à l'extrême. Mais c'est un jeu évidemment avec plein de messages, plein de personnages et de situations enfin vraiment un message très sympa et positif et plein d'histoires, de cutscenes à découvrir, des choses cachées. Ce n'est pas qu'un jeu de gameplay, même si le gameplay est absolument sublime.
Et ça y est, on y est dans les manipulations de Méduse. Le retour du Kevin Block. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est là pour cette fête. Pour cette fête du tableau infernal. Et voilà. On commence par une mort dès le premier poisson. Je pense que ça a mis Millet dans les conditions idéales. Et ouais, attention. C'est vraiment un génie de niveau, même si tout le monde a sûrement détesté à certains moments. Et le fait de devoir faire survivre, utiliser de manière de plus en plus astucieuse ces méduses. Et le clou de ce niveau, c'est le fait que donc, pour récupérer tous les collectibles, ils ont caché une seule fraise dans ce niveau. Exactement. Mais une fraise qui nécessite de continuer à faire des choses après la fin de cet écran. La Moonberry, on avait hésité à la mettre, finalement on l'a pas mis en initiative. On voit bien l'aura d'ailleurs de ces poissons ici. C'est pour ça qu'on est très précautionneux sur les zigzags autour d'eux. C'est le drame. Pendant tout le niveau jusqu'à maintenant, ils nous aidaient, mais là évidemment, si on les touche, on est propulsé dans l'électricité et c'est le drame. Pas mal aussi la sortie de niveau pour la clé. Ce poisson, juste servi temporairement. Ah merde. Ah, la mort de Goriken dans cette salle. Comme on disait, cette salle elle est extrêmement longue. Elle dure 2 minutes, elle dure plus de 2 minutes je crois. C'est vraiment le gauntlet final. Alors que Milea touche au but. Sur l'ascension. Le dash final à ne pas oublier, ça s'est vu. Et voilà, GG Millet. Ouais, on n'a même pas parlé. On n'a même pas envoyé le time. On était dedans dans l'action. Qui se renvoyait, c'était sub 55 RTA. Évidemment, c'est le in-game time qui va nous intéresser. Ça, c'est très bien passé. Goriken on va laisser se concentrer aussi. Peut-être monter son game audio aussi pour nous. La clé et ça va être vraiment close. C'est un niveau qui est assez marrant pour le coup. On a toujours les binoculaires là au début, les jumelles qui me permettent de voir à l'avance le niveau. Ouais. Et cet écran est tellement grand qu'il y a une partie que tu ne peux pas voir aux jumelles, que tu dois improviser la première fois que tu y vas parce que tu ne peux pas monter assez haut avec les jumelles. Et regardez ça. Ça va être très close en in-game time. Et normalement, c'est bien, voilà. Pire fin de forward de ma vie. La frame par seconde. Merci, on nous entend. Oui, on t'entend. Tu l'as kiffé ton farewell. C'est pour le pingo. Et finalement, voilà, malgré le fait que Millet en RTA était devant, c'est bien en réalité Goriken qui prend une vingtaine de secondes. Donc c'était close quand même. C'était magnifique, bravo, hein, bravo encore. C'est difficile de se rendre compte. Enfin, non, c'est très visuel, mais si vous avez joué au jeu, vous vous rendez très facilement compte de la monstruosité de la performance. Magnifique. Donc, Millet, inutile de revenir sur ce farewell qui t'a procuré beaucoup de plaisir, visiblement. J'y retoucherai plus jamais. Il aime pas. Dit-il après chaque run de marathon, avant la suivante, quoi. Mais tu restes quand même sur... tu continues à 10% et autres trucs ou bien sûr. Oui, voilà, c'est juste farewell, JPP. C'est ça. Et Goriken je pense que je vais pusher un peu le throw ending. J'ai envie d'avoir un 48 ou quelque chose comme ça. Puis on verra. Nickel, bravo encore. Peut-être des messages, des shout-outs. Et shout-outs à toute la communauté céleste. Ils sont nombreux. On est très nombreux. Mais sa vie, c'est chouette. Merci à tous, à tout le monde. Merci à tout le monde. C'était très cool. Et bravo à vous. Merci à Lorga. On s'est laissé bercer par le skill. C'était chill. De toute façon, c'est un jeu. C'est un jeu qui est très énervé, mais en même temps. Ouais, c'est ça, t'expliques très réconfortant. En général, t'expliques tout pendant les 6 premières minutes. Et après, à partir du niveau 7, c'est. Voilà, ça glisse quoi. Ça. Vous connaissez les mécaniques. Tu regardes et t'as. Eh bien, merci à vous deux. Bravo encore. Merci CNN. Et puis, on va enchaîner avec quoi ?